Eh bien, la manifestation n'a même pas été rapportée, n'est-ce pas? Pascal, c'est toujours le même scénario. Si tu regardes ce que le DPP a fait, nous avons adopté une loi permettant désormais aux ressortissants étrangers de servir dans notre gouvernement. Des conseillers américains peuvent travailler dans nos ministères. Les États-Unis ont envoyé davantage de conseillers militaires à Taïwan, ce qui n'était pas arrivé depuis 1969, lorsqu'ils ont rompu leurs relations avec nous. En 1969, ils ont rompu les relations diplomatiques, retiré toutes les forces militaires américaines et mis fin au traité de défense mutuelle. Il y avait 3 conditions en 1969. Mais aujourd'hui, les conseillers américains reviennent, conseillent notre armée. Ils pourraient aussi revenir au sein du gouvernement. Et tout cela se passe en ce moment même. Bonjour à tous, ici Pascal de Neutrality Studies. Et aujourd'hui, je m'entretiens à nouveau avec le Dr Joanna Lei, femme d'affaires taïwanaise, dirigeante de médias et ancienne députée du parti Kuomintang en République de Chine, c'est-à-dire, bien sûr, Taïwan. La semaine dernière, d'importantes manifestations ont eu lieu dans la capitale, Taipei, contre le parti au pouvoir, le DPP, et le président William Lai. Cette actualité a reçu étonnamment peu de couverture dans les médias occidentaux, qui sont pourtant d'ordinaire très prompts à montrer toutes sortes de mouvements populaires lorsqu'ils se produisent contre des gouvernements que l'Occident n'apprécie pas. Mais cette fois-ci, c'est plutôt une vague de silence qui a prévalu. C'est de cela que nous voulons parler aujourd'hui. Alors Joanna, bienvenue à nouveau sur la chaîne. Merci Pascal. Je suis vraiment content que tu aies relayé cette information car il n'y a eu pratiquement aucune couverture médiatique occidentale. Alors A, pourquoi est-ce le cas? B, s'agissait-il simplement de quelques dizaines de personnes dans la rue avec des drapeaux? Pouvez-vous décrire à quoi ressemblaient ces manifestations? Eh bien, je me suis rendue de nombreuses fois dans cette rue, au même endroit. Du début de la scène jusqu'à une grande porte à l'arrière, les gens affirment généralement qu'il y a entre 100 000 et 200 000 personnes. Si l'on va plus loin, de l'autre côté vers l'autre rue, alors certains diront qu'il y a 300 000 personnes ou plus. C'est donc l'endroit traditionnel pour les manifestations à Taïwan. C'est une foule extrêmement nombreuse. Au départ, on s'attendait à ce qu'environ 50 000 personnes se présentent, mais au final, la participation a été 5 à 10 fois supérieure à l'estimation initiale. D'accord. Alors pourquoi cela n'a-t-il jamais été couvert? Dans ce cas précis, le Kuomintang et le Parti du peuple ont affirmé qu'il y avait eu une destitution massive et illégale de tous les députés en exercice au yuan législatif. Parce que le DPP n'a pas la majorité, ils sont minoritaires au yuan législatif, même s'ils contrôlent l'exécutif, le judiciaire et nos 2 autres branches. Ils ont donc lancé une vaste campagne de destitution pour évincer tous les députés du KMT et du Parti du peuple. Qu'est-ce qu'une procédure de révocation? Que voulez-vous dire par là? D'accord, laissez-moi dire quelques mots sur la procédure de révocation. Dans notre système, nous avons un système uninominal, donc il faut obtenir à peu près la majorité pour remporter un siège. Mais il suffit que 1% des électeurs de la circonscription et 10% du nombre final proposent de révoquer votre siège et d'élire une autre personne. Et cette révocation ne nécessite qu'un quart des votants contre vous. Donc, si vous vous battez et remportez un siège dans une circonscription, vous devrez obtenir environ 50%. Mais si les personnes opposées à vous, probablement environ 40%, utilisent ces 40% pour demander votre révocation, alors vous perdrez votre siège. C'est donc un système très étrange, conçu ainsi. Parce que le DPP n'a pas obtenu la majorité au Congrès, ils ont mené une vaste campagne de révocation pour destituer tous les législateurs du KMT.
Alors réfléchissez à cela. Dans n'importe quel autre pays, si vous voulez faire quelque chose comme ça, vous dissoudez votre parlement, n'est-ce pas? Vous dissoudez votre parlement, comme Singapour l'a fait récemment. Le nouveau Premier ministre a dit « J'ai besoin d'un nouveau mandat du peuple. Donc, dissolvons le Parlement et organisons de nouvelles élections générales. C'est la manière normale de procéder. Donc, que vous soyez du parti A, du parti B ou du parti C, vous retournez tous devant le peuple pour demander un nouveau mandat. Mais une procédure de révocation permet au parti A, dans le cas de Taïwan, le DPP, de cibler le député du parti B sans risquer le siège du parti A. C'est donc un système très asymétrique. Bien sûr, si c'était simplement un système équitable, cela ne susciterait pas autant de protestations publiques et n'appellerait pas autant de gens dans la rue. Cependant, cette fois-ci, deux choses se produisent simultanément. D'une part, le DPP utilise cela comme un outil politique contre le parti d'opposition pour révoquer uniquement les législateurs de l'opposition. D'autre part, ils utilisent des moyens judiciaires pour réprimer la contre-révocation, car le KMT a également déclaré « D'accord, vous révoquez mes gens, je révoquerai les vôtres ». Mais les personnes qui ont mené la contre-révocation ont été enquêtées et incarcérées par le système judiciaire. Ainsi, à la fois le pouvoir législatif et l'exécutif se sont mobilisés contre toute opposition politique à Taïwan. Et c'est un problème vraiment, vraiment grave. Cela fait que notre soi-disant système démocratique se détériore à un point inimaginable, car le droit du peuple à des élections libres et à la libre expression est en jeu. B, vous avez modifié le système judiciaire de base en ce qui concerne sa proportionnalité, la procédure régulière et la charge de la preuve, car ils ont incarcéré le président du parti d'opposition, Ko Wen-je. Ils ont incarcéré des personnes au siège du KMT à Taipei, la directrice générale du bureau du KMT à Taipei. C'est une femme de 75 ans. Ils l'ont incarcérée. Ils ont également incarcéré de jeunes personnes qui ont mené la contre-campagne de rappel du camp du KMT. Tout cela a été fait en utilisant les procureurs et le système judiciaire. Ainsi, la détérioration de la démocratie à Taïwan dépasse l'entendement. Et cela a mobilisé tant de personnes le 26 avril, l'événement que vous avez mentionné, et aucun média occidental n'a rapporté. Alors, laissez-moi bien comprendre. Dans le contexte américain, si l'on prend les États-Unis comme exemple, cela voudrait dire que, disons, le Parti républicain attaque les démocrates parce qu'ils n'ont pas assez de sièges au Congrès. Ils obtiennent suffisamment un quart des circonscriptions ou des sièges à la Chambre des représentants pour déposer cette motion de révocation. Et ensuite, tous les démocrates perdent leurs sièges tandis que les républicains conservent les leurs. Et cela est censé continuer ainsi. Et si l'autre parti fait de même, alors ces personnes sont enquêtées et des méthodes judiciaires sont utilisées contre elles. Et c'est actuellement le parti qui est salué comme le phare éclatant de la démocratie et qui est aussi soutenu naturellement par les États-Unis. Et si je ne me trompe pas, M. Lai fait aussi partie, bien sûr, de ceux qui soutiennent un rapprochement avec les États-Unis, l'importation d'armes depuis ce pays et le stationnement de troupes américaines sur le sol taïwanais, n'est-ce pas? Vous avez tout à fait raison. Il y a juste deux petites modifications. Premièrement, dans votre exemple, le Parti républicain peut cibler le Parti démocrate et lancer une procédure de révocation pour organiser une nouvelle élection dans un district spécifique. Deuxièmement, ils n'ont pas seulement enquêté sur les leaders du contre-rappel, ils les ont incarcérés. Ils les ont mis en prison sans possibilité de communiquer avant même d'avoir la moindre preuve de méfaits. Ils n'étaient pas inculpés, ils étaient incarcérés avant d'être inculpés. Et c'est notre système unique. Combien de jours peuvent-ils être incarcérés sans être présentés devant un juge? Parce que ça ne devrait pas dépasser un jour ou deux.
Non, 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 c'est 2 mois à la fois, renouvelable pour 2 mois supplémentaires, donc 4 mois. Sans voir un juge, sans même être accusé de quoi que ce soit. Ils ont été incarcérés par le juge parce que le procureur a demandé au juge de les mettre en prison par crainte de subornation de témoins ou autre. Mais laissez-moi dire une chose. Je vais d'abord répondre à votre question. C'est 2 mois à la fois, donc 2 fois. Cela fait 4 mois. Une fois que c'est soumis au tribunal, cela peut être renouvelé en continu. Par conséquent, Kewenje, le chef du Parti du peuple, est maintenant en prison depuis plus de 3 mandats, plus de 6 mois. Maintenant, la raison pour laquelle cela perturbe tout notre système judiciaire, c'est que si vous menez une contre-révocation, n'est-ce pas? Vous demandez aux gens de signer la pétition, vous avez besoin de 1% des voix la première fois et de 10% des signatures à la deuxième étape. Tout cela sera ensuite vérifié par notre commission électorale centrale. Vérifierons s'il s'agit de vraies personnes, s'ils ont vraiment soutenu votre motion. Il s'agit d'une procédure administrative très simple. Or, le gouvernement a déclaré que puisque vous demandez la révocation de législateurs, cela touche à la sécurité nationale. Par conséquent, il transforme un délit mineur, une question purement procédurale, en un crime grave passible de 5 ans de prison. Car il faut un crime grave pour incarcérer des gens. Vous pouvez donc constater à quel point l'utilisation du système judiciaire est déplorable et comment il peut interroger et intimider toute opposition. Aujourd'hui, même les plus jeunes leaders, certains jeunes ont décidé de demander la révocation de leurs législateurs, menant ce qu'on appelle la contre-révocation, ont dû verser une caution à un niveau qui à Taïwan est normalement réservé aux crimes majeurs. On voit donc la coopération générale du système judiciaire, en particulier du côté du procureur, avec le DPP actuellement au pouvoir. À quoi cela sert-il? Je veux dire, les dernières grandes élections à Taïwan ont eu lieu il y a seulement 1 an. Non, l'élection générale. Donc le Parlement actuel a encore 3 ans de mandat. Et maintenant, le DPP est en train d'éradiquer le Kuomintang et les autres forces d'opposition parce qu'il ne peut pas faire passer ces réformes législatives. Quels sont les changements qu'ils veulent, qu'ils n'arrivent pas à faire adopter, qu'ils souhaitent mettre en œuvre? Eh bien, il y a 2 choses. Premièrement, ils affirment que le budget fiscal n'a pas été approuvé et que, par conséquent, le gouvernement ne peut pas fonctionner. C'est un peu comme la vision de Donald Trump sur l'opposition. Cependant, si l'on regarde dollar pour dollar, cette année, le Congrès a adopté une plus grande partie du budget fiscal que les années précédentes. Mais il y a eu de gros problèmes. Par exemple, un nouveau projet de construction d'un sous-marin a vu son budget gelé, avec l'exigence de fournir une preuve de concept avant qu'un budget supplémentaire ne soit alloué. Or, il est maintenant rapporté que ce sous-marin est un échec majeur. Il y a eu énormément d'erreurs. Et donc, le Congrès a en réalité bien agi en disant qu'on ne peut pas, simplement pour des raisons politiques, accélérer tous les projets. Il faut prouver que l'on a une preuve de concept, une preuve de sécurité, puis on avance. Donc, le Congrès a en fait gelé certaines des propositions budgétaires en disant qu'il fallait revenir faire un rapport au Congrès et ou proposer un budget révisé. Le législatif a fait une demande tout à fait raisonnable, mais l'administration a décidé de ne pas présenter son budget révisé tant que la procédure de révocation générale ne commençait pas à prendre de l'ampleur. Ainsi, après que la révocation générale a commencé à gagner du terrain, ils ont finalement soumis leur budget révisé au Congrès. Vous voyez donc que c'est un peu une danse, c'est un enchevêtrement, ça va et ça vient. Deuxièmement, je pense que ce qui est plus pertinent aujourd'hui, c'est que, après la guerre tarifaire, vous savez que Taïwan est du mauvais côté. On nous a demandé de déplacer TSMC aux États-Unis. On nous a demandé d'acheter des armes américaines supplémentaires.
On nous a demandé d'investir davantage aux États-Unis et peut-être de convertir nos réserves de change, qui représentent une somme importante, 5-6 milliards de dollars, en obligations à plus long terme. Rien de tout cela n'a été discuté par le gouvernement actuel de Lai Ching-te au Parlement ou dans les forums publics. Son principal mot d'ordre à son peuple se résume à 4 caractères chinois. Dat Ge. Se détacher de la Chine et se tourner vers le Nord, c'est-à-dire rejoindre les pays du Nord, ce qui ressemble presque à la volonté de Zelensky de rejoindre l'OTAN. Sa stratégie globale consiste donc à éloigner Taïwan de la Chine et à la rapprocher des États-Unis, y compris en transférant notre haute technologie et d'autres actifs vers les États-Unis, avec nos réserves de change investies en grande partie dans des obligations américaines à long terme. Rien de tout cela n'est débattu dans les forums publics taïwanais. Tout le monde parle désormais de la procédure de révocation générale du législateur du KMT, de la contre-révocation qui est en train d'être lancée, et de la façon dont le système judiciaire se détériore et tombe en ruine. Permettez-moi de répéter une fois de plus. La signification globale de l'événement récent, en particulier celui du 26 avril, est d'abord qu'il montre que Taïwan évolue vers une démocratie illibérale à un rythme plus rapide que ce que nous avions anticipé. Deuxièmement, cela oriente également Taïwan vers une direction totalitaire, en permettant à l'exécutif d'évincer l'opposition au sein du législatif en utilisant le pouvoir judiciaire. Tout cela tend donc vers un État quasi totalitaire. Pendant ce temps, la question majeure qui se pose à l'économie et à l'avenir de Taïwan, à savoir la guerre tarifaire avec les États-Unis et la stratégie de riposte de Taïwan, n'est pas abordée dans le débat public. N'est-ce pas terrible et n'est-ce pas formidable pour un partenaire de valeurs démocratiques comme Lai Ching-te vis-à-vis des États-Unis? C'est vraiment incroyable. Pensez-vous réellement que cela constitue aussi une distraction utile, un moyen de détourner l'attention du public de ce qui compte vraiment, à savoir cette décision, non seulement d'un réalignement géopolitique, mais d'un moment géopolitique décisif, où les dirigeants déclarent « D'accord, nous allons nous ranger du côté des Américains dans cette confrontation à venir avec la Chine, et désormais nous allons abandonner toute prétention à maintenir un certain équilibre. » Eh bien, certainement, Lai Ching-te doit prononcer un discours très important le 20 mai. Je pense qu'il poursuivra sa stratégie de Tuozong-Hubei en se détachant de la Chine et en se rapprochant du camp du Nord. Il continuera de provoquer la Chine et il continuera de montrer aux États-Unis que Taïwan va renforcer son armement, son développement militaire en coopération avec la stratégie américaine dans l'ouest du Pacifique. En fait, sa première délégation à Washington vient tout juste de rentrer en rapportant que l'avancée obtenue est que tout ce que Taïwan achètera en matière d'armement aux États-Unis sera désormais comptabilisé pour compenser la balance commerciale. Ce n'est donc pas une simple impression de ma part que Lai Ching-te agite ainsi. Il le fait réellement. Il essaie de renforcer l'intégration de Taïwan dans le plan militaire du Pacifique occidental dirigé par les États-Unis. Et ce tarif commercial sera une mesure opportune pour dire aussi à Taïwan « Et, en faisant cela, nous augmentons notre garantie de sécurité de la part des États-Unis. Nous sommes plus étroitement liés à la politique américaine. Et cela, d'ailleurs, nous aide à négocier une baisse de nos tarifs douaniers. » Donc, il se passe beaucoup de choses. Mais sur le plan local, il essaie d'utiliser une approche totalitaire pour endiguer l'opposition, accroître leur pouvoir politique, et aussi, nos élections locales du niveau municipal au conseil municipal auront lieu dans un peu plus d'1 an. Il va donc renforcer sa position lors des élections locales. Et les élections locales sont très importantes dans le contexte taïwanais, n'est-ce pas?
parce qu'elles servent généralement d'indicateurs pour ce à quoi on peut s'attendre dans les 2 années à venir. Et c'est un système proportionnel qui permet réellement de ressentir les tendances politiques de la population sur le terrain. Exactement. Il y a 2 raisons. Permettez-moi d'y revenir. Actuellement, lors des élections locales, le KMT a en fait remporté toutes les grandes villes. Les maires de toutes les grandes villes appartiennent à l'opposition du DPP. Elles sont dirigées par le KMT. Deuxièmement, le conseil local fonctionne selon un système à sièges multiples. Donc, il suffit d'obtenir un certain nombre de sièges pour assurer sa position au sein du conseil local. Et le Parti du peuple pourrait avoir une meilleure chance. Ainsi, le Parti blanc a de bonnes chances de remporter les élections locales. Et c'est pourquoi Ko Wen-je, le président du Parti blanc, est maintenant incarcéré. Si l'on prend en compte le score de Ko Wen-je à l'élection générale, car il s'est aussi présenté à la présidentielle la dernière fois, il obtiendrait probablement entre 15 et 20% de tous les sièges locaux, simplement en se basant sur le nombre de personnes qui l'ont soutenu lors de la présidentielle. C'est pourquoi Lai Ching-te essaie de freiner toute croissance possible du Parti blanc le plus tôt possible. Et Ko Wen-je est maintenant en prison sans preuves solides, sans avoir été jugé. Mais cela ressemble étrangement au processus en Ukraine, où des hommes politiques de l'opposition et d'autres personnes ont été jetés en prison, et où des médias ont commencé à être interdits. Et tout cela a ensuite été, bien sûr, l'Ukraine est encore aujourd'hui saluée par les Européens et les Américains comme un phare de la démocratie, la meilleure démocratie d'Europe. J'espère que les Taïwanais ne sont pas aussi crédules que les Ukrainiens. Il y a eu des manifestations ici aussi maintenant. Eh bien, la manifestation n'a même pas été rapportée, n'est-ce pas? Pascal, c'est toujours le même scénario. Si tu regardes ce que le DPP a fait, ils ont adopté une loi permettant désormais aux ressortissants étrangers de servir dans notre gouvernement. Des conseillers américains peuvent travailler dans nos ministères. Les États-Unis ont envoyé plus de conseillers militaires à Taïwan, ce qui n'était pas arrivé depuis 1969, lorsque les relations ont été rompues avec nous. En 1969, ils ont rompu les relations diplomatiques, retiré toutes les forces militaires américaines et mis fin au traité de défense commune. Il y avait 3 conditions en 1909. Mais aujourd'hui, les conseillers américains reviennent, conseillent notre armée. Ils pourraient aussi revenir au sein du gouvernement. Et tout cela se passe en ce moment. Jésus-Christ, c'est vraiment effrayant. C'est très inquiétant, parce que cela ressemble à une montée interne, destinée à justifier ensuite des positions extrêmes. Parce que, je veux dire, la question est bien sûr que la seule chose que la Chine a déclarée comme une ligne rouge absolue, c'est une déclaration d'indépendance ou une intervention étrangère. Mais pensez-vous qu'il y a une montée en puissance vers cela, pour créer un élan, afin que Lai se tienne réellement devant les caméras et déclare simplement qu'à partir d'aujourd'hui, ce sera la République démocratique de Taïwan et non plus la République de Chine qui dirigera le gouvernement. Ce sera probablement plus progressif. Et c'est pourquoi je pense que le discours du 20 mai, pour le premier anniversaire de son mandat, sera très très crucial. S'il continue à provoquer, ce que nous avons constaté, c'est que l'attitude de la Chine a été extrêmement ferme. Après le 11 mars, ils ont déclaré que le détroit de Taïwan était des eaux intérieures. Donc, la ligne de déni aérien est maintenant tracée à l'est de Taïwan, n'est-ce pas? Ainsi, le détroit de Taïwan est considéré comme des eaux intérieures. La zone de déni se trouve à l'est de Taïwan. Donc, si Lai Ching-te fait quelque chose de plus provocateur le 20 mai, ce sera sur fond de confrontation potentielle entre les États-Unis et la Chine concernant le commerce et le pétrole. Cette position particulière pourrait donc être utilisée par l'un ou l'autre camp
et cela ne profiterait absolument pas à Taïwan. Mais Taïwan dépend beaucoup économiquement de la Chine. Je veux dire, c'est votre principal partenaire commercial. Les États-Unis ne sont en fait qu'en deuxième position. Si la Chine faisait à Taïwan ce que les États-Unis viennent de faire, comme menacer d'imposer des tarifs douaniers, quelles seraient les conséquences pour votre économie? Oh, ce serait catastrophique car votre technologie de pointe, comme TSMC, et environ 85 entreprises qui travaillent dans la chaîne d'approvisionnement de TSMC, la partie la plus précieuse, seront transférées aux États-Unis, ce qui est l'objectif déclaré à la fois de Trump et soutenu par la stratégie globale de Lai Ching-te. Ainsi, notre technologie de pointe partira aux États-Unis et c'est ce qu'il appelle Tuozong Rubei, c'est-à-dire se déplacer vers le nord. Mais notre segment intermédiaire représente en réalité la plus grande part de nos échanges commerciaux avec la Chine. Les pièces, l'informatique, la technologie de formation, les LED, toutes sortes de composants, les composants de précision, Taïwan les exporte vers la Chine. Et si nous n'avons plus les exportations de TSMC vers les États-Unis, alors si vous perdez aussi vos exportations de technologies intermédiaires vers la Chine, que vous restera-t-il? Vous avez un secteur des services, une base agricole, une économie locale. Vous n'avez aucun autre lien avec le commerce international. Ce sera donc désastreux pour Taïwan. Et cette stratégie revient à se couper un bras, à envoyer votre plus belle fille aux États-Unis et à découper votre second fils pour le laisser mourir. Je ne comprends pas ce que fait Lai Ching-te pour aider le peuple taïwanais. Mais je comprends qu'il fait avancer son idéologie et ce qu'il espère créer, une Taïwan indépendante, pro-japonaise. Il n'a jamais vraiment été indépendantiste taïwanais. Il est un partisan du mouvement pour l'indépendance de Taïwan, pro-japonais. Je ne comprends pas celle-là, parce que, vous savez, le Japon n'a bien sûr aucune revendication, je veux dire même pas sur le plan rhétorique, rien sur Taïwan. La chose la plus importante pour le Japon, c'est d'éviter une guerre à propos de Taïwan, car cela impliquerait automatiquement Okinawa, n'est-ce pas? Ils sont vraiment tout proches, tout proches. Alors pourquoi Lai adopterait-il cette approche pro-japonaise et taïwanaise? Eh bien, pendant très longtemps, l'indépendance de Taïwan s'est articulée autour de deux grands courants. Le premier revendique la liberté et la démocratie, principalement en s'inspirant des États-Unis. C'est pourquoi ce courant est très proche du Parti démocrate américain, car il représentait alors l'opposition. Cette branche réclame donc un système démocratique plus ouvert en général. C'est l'influence américaine. Le second courant de l'indépendance taïwanaise vise à perpétuer la gloire de l'ère de domination japonaise. Pour ses partisans, le Japon est leur patrie, à la fois dans leur imaginaire et dans leurs aspirations. Ainsi, à partir de 1995, avec Lee Teng-hui, on a commencé à voir une représentation beaucoup plus positive du Japon et de cette époque, la période de domination japonaise étant considérée comme l'âge d'or de Taïwan. Lai Ching-te appartient à ce second camp. Son idée générale, si vous vous souvenez, des hommes politiques japonais ont un jour déclaré « Si quelque chose arrive à Taïwan, cela arrive au Japon », indiquant que le Japon soutiendrait Taïwan dans l'éventualité peu probable d'une action de la Chine contre Taïwan. C'est donc le foyer spirituel et aspirationnel de Lai Ching-te. Il a également modifié notre tissu culturel ces dernières années. Habituellement, par exemple, dans le divertissement et la publicité, on n'utilise pas de langues étrangères. Mais désormais, seules les publicités en japonais peuvent être diffusées dans leur intégralité à la télévision publique et à la télévision hertzienne. Aucune publicité en anglais ne peut être diffusée dans son intégralité, mais les publicités japonaises le peuvent. L'époque de la domination japonaise est diffusée sur la chaîne publique avec de nombreuses histoires humaines glorifiées, des avocats remarquables, d'excellents systèmes,
et ainsi de suite. Il y a donc un fort penchant pour le Japon et pour l'époque glorieuse de la domination japonaise dans le camp de Lai Ching-te. En fait, ils insistent tous sur ce point. Mais c'est vraiment étrange parce qu'encore une fois, il n'y a aucune revendication et il n'y a absolument aucun désir au Japon, sous quelque forme que ce soit, d'aider Taïwan. Je veux dire, mourir pour Taipei n'est certainement pas un slogan. Personne ne soutiendrait cela ici au Japon. Seuls quelques extrémistes un peu fous diraient « oui, il faut le faire ». En dehors de cela, le Japon dispose de forces d'autodéfense et possède une clause dans sa constitution qui interdit à son armée d'être déployée à l'étranger. Et bien sûr, Taïwan est considéré comme l'étranger. Donc, il n'y a aucun doute là-dessus au Japon. Mais ce que vous dites, c'est qu'au sein de ce parti au pouvoir, il y a des gens qui ont ce fantasme concernant le Japon. Et cela continue de dire aux gens que le Japon viendra à notre aide. Si l'on remonte vers 2002, le traité américano-japonais a été étendu aux îles d'Okinawa et à l'ouest, ce qu'on devrait appeler les îles sud-ouest d'Okinawa. Ils ont donc élargi les territoires de défense à une zone très proche de Taïwan. L'île de Yonaguni, près du côté est de Taïwan, avant d'entrer dans la fosse d'Okinawa, est une zone où les États-Unis ont installé un radar en bande X et d'autres équipements pour militariser cette région. Sous le mandat d'Abe, ce dernier a montré un soutien très fort à Taïwan, en particulier au DPP et plus précisément à Lai Ching-te. Il a donc la capacité de montrer qu'ils entretiennent une relation très forte avec la direction politique au Japon, même si la constitution en vigueur n'autorise pas le Japon à sortir ouvertement pour soutenir Taïwan. Mais il existe un soutien sous-jacent très fort, sinon solide comme le roc, car c'est le terme utilisé par les États-Unis. Il y a un soutien très fort pour Taïwan. C'est la stratégie du DPP depuis très longtemps. Ils ont dit aux gens à Taïwan que les États-Unis et le Japon viendraient soutenir leur position. Donc, comme nous en avons parlé, la neutralité et la manière de gérer les tensions pour éviter la guerre, ce sont à mon avis des discours très dangereux qui donnent aux gens une fausse illusion et nous devrions observer très attentivement ce qu'ils pourraient dire le 20 mai. Oui, je suis tout à fait d'accord. Et vous savez, si c'est effectivement le même scénario, alors il est très important de regarder l'Ukraine pour avoir des indices sur ce qui va se passer. Parce que le fait est que l'OTAN a soutenu l'Ukraine avec tout sauf la seule chose qui aurait vraiment pu faire la différence, à savoir des troupes sur le terrain, n'est-ce pas? Donc non, vous allez être utilisé comme chair à canon. Vous allez être utilisé comme partenaire de mise en œuvre pour une guerre cinétique. Ce serait donc une très mauvaise illusion pour Taïwan de penser que les États-Unis ou le Japon viendraient réellement aider. Ils donnent tout pour combattre quelque chose que le Japon ne veut pas que ce conflit ait lieu, mais peut-être que les États-Unis le voudraient. Je pense que la direction actuelle au Japon est beaucoup plus prudente qu'à l'époque d'Abe. Ils sont beaucoup plus prudents parce que la guerre progresse, elle est menaçante, c'est davantage une réalité qui risque de se produire. Donc, ils font beaucoup plus attention à la fois à leur langage et à leurs actions. Oui, heureusement, je dirais heureusement dans ce cas. Ils essayent aussi de nouer de nouveaux liens avec la Chine et la Corée du Sud. Alors pourquoi pensez-vous que ces manifestations ont été aussi systématiquement ignorées? Est-ce que parce que vous avez dit, je veux dire, Reuters, Bloomberg, etc., n'en ont pas parlé? Et CNN, ils ont tous des correspondants sur place, non? Exactement. Ils ont des journalistes locaux sur le terrain. Et en général, ils couvrent les manifestations. Je pense que CNN est un cas particulier. Le correspondant de CNN est passé de la Chine à Taïwan.
Donc il a une position très affirmée pour présenter Taïwan comme un phare de la démocratie. J'ai vu ses reportages, et à chaque fois qu'il y a quelque chose de positif, il affiche un visage très heureux en vantant Taïwan comme un modèle démocratique. Je pense que la stratégie globale des États-Unis en ce qui concerne leurs grands médias est de présenter le KMT comme un parti au pouvoir très archaïque et ancien qui perd le soutien du peuple et qui perd, entre guillemets, le mouvement indépendantiste à Taïwan. Mais il néglige le fait que, comme je l'ai déjà dit dans votre émission, 70% des gens ont voté la dernière fois. 40% ont voté pour le DPP. Donc si on fait le calcul, 28% des gens ont voté pour la ligne du président. Et parmi les 24%, tous n'ont pas soutenu son mouvement pour l'indépendance de Taïwan, encore moins cette illusion extrêmement pro-japonaise ou la montée en puissance militaire pro-américaine. Donc cela ne correspond pas à leur scénario. Ils ne rapportent donc rien qui va à l'encontre de leur ligne. Surtout alors que nous passons d'une démocratie libérale à un État policier totalitaire. Toutes ces choses, normalement, on dirait que c'est une violation des droits de l'homme. Si cela se produisait à Hong Kong, à Shanghai, même 10 000 personnes, ce serait énorme. Non, en fait, 1000 personnes, ce serait déjà énorme. Mais là, il y a 200 000, 300 000 personnes dans les rues, et les médias occidentaux n'ont rien dit. Elles ont détourné le regard, elles sont restées silencieuses. C'est simplement une création de récit, n'est-ce pas? Et ce contrôle du récit qu'il faut maintenir pour garder vivante une idée simpliste et manichéenne de ce qu'est un conflit. Et en réalité, d'une certaine manière, triste, Taïwan ne fait que suivre ce que fait actuellement le monde libre occidental. Parce qu'en ce moment, il y a des élections en Roumanie, sans le principal candidat, qui a été empêché de se présenter par le pouvoir judiciaire, simplement parce que ce dernier a estimé que sa vision n'était pas compatible. Je veux dire, son idéologie n'est pas compatible avec ce qui est bon pour le pays, ce qui est absolument insensé. J'ai parlé avec des collègues de Pologne qui disent que la Pologne réprime l'opposition. On voit qu'en Allemagne, l'AfD est désormais officiellement qualifiée de groupe d'extrême droite et est en voie d'être interdit. Je veux dire, cette répression actuelle de la démocratie en Occident s'étend aussi à Taïwan, n'est-ce pas? Exactement. Je pense qu'en commençant par les États-Unis, la démocratie se détériore. Si l'on regarde ce qui est arrivé à leur système, la séparation des pouvoirs, les droits de l'homme, les droits du premier amendement, tout cela est remis en question. Les universités sont remises en question. Donc en partant des États-Unis et en s'étendant à toutes les jeunes démocraties, on observe un changement global de ce que signifie réellement la démocratie. Et beaucoup des fondements que le système devrait avoir pour fonctionner sont remis en cause partout. Mais aussi à Taïwan, je pense que notre utilisation du système judiciaire est extrêmement cruelle. Notre incarcération sans communication, c'est-à-dire que vous êtes placé dans une cellule extrêmement petite, sans possibilité de communiquer avec qui que ce soit. Ainsi, tous les dirigeants politiques que je viens de citer ont été détenus. Ils ont été incarcérés incommunicado, sans communication. On crée ainsi une atmosphère d'État policier extrêmement forte pour dire aux gens « ne me défiez pas ». Si vous le faites, vous pouvez être soumis à une telle cruauté sans même qu'il y ait de preuves solides que vous ayez enfreint la loi, sans avoir commis quoi que ce soit de grave contre la loi. Nous sommes donc dans une situation terrible. C'est à la fois la déliquescence de la démocratie et l'augmentation d'un État policier. Alors, que signifient ces manifestations? Pensez-vous qu'il y en aura d'autres? Parce que vous savez, Taïwan, d'une certaine manière, vous vous êtes battu pour cette démocratie. Et vous savez, le KMT était le parti unique du passé, le parti au pouvoir issu des anciennes dictatures, n'est-ce pas? Puis vous vous êtes démocratisé au cours des 25-30 dernières années,
une démocratisation réussie, et maintenant, il se passe cela. Pensez-vous que les gens à Taïwan partagent votre analyse et que c'est ce qui motive les manifestations? Je pense malheureusement qu'il existe des fossés générationnels dans l'analyse. La plupart des personnes qui comprennent que l'actuel gouvernement du DPP n'est pas démocratique, parce que nous avons lutté pendant 30 ans pour le rendre plus ouvert, sont celles qui possèdent ce savoir historique. Mais les jeunes, qui n'ont aucune idée de l'évolution de la démocratie, de la façon dont de nombreuses choses ont été progressivement ouvertes et réformées, ces jeunes n'auront pas cette mémoire ou cette compréhension historique. Dès lors, ils ne voient rien de problématique dans ce que fait le gouvernement ou dans ce que le gouvernement leur dit. Donc, je perçois ce fossé générationnel, non pas d'un point de vue idéologique, mais à travers l'expérience historique. L'esprit du temps des différentes générations est très différent. Heureusement, cette fois, lors de la manifestation du 26 avril, nous avons vu beaucoup de jeunes qui sont venus et ont dit « Écoutez, nous ne comprenons pas tout, mais nous comprenons que ce n'est pas ça, la véritable démocratie. » Il y avait donc plus de jeunes présents le 26 avril. Je suis donc optimiste. Je crois que les systèmes doivent avoir la capacité de s'auto-corriger, même si cela peut coûter cher. Mais il faut aussi des dirigeants politiques forts qui disent « D'accord, vous pouvez tout me faire, mais je n'ai pas peur, je ne céderai pas. » Et maintenant, nous voyons progressivement des gens se manifester, pas tous au sein du KMT. Beaucoup d'entre eux sont en dehors du KMT. Y a-t-il des dissidents au sein du DPP qui disent « Écoutez, ce n'est pas comme ça que nous devrions faire les choses. » Non, parce qu'ils sont au pouvoir. Une fois qu'ils sont au pouvoir, le pouvoir est quelque chose de très séduisant. Le pouvoir s'accompagne de statuts, voire de récompenses potentielles. Le DPP est maintenant très uni, même si certains pensent que la faction de Tsai Ing-wen n'était pas totalement d'accord avec celle de Lai Ching-te. Mais Tsai Ing-wen est extrêmement silencieuse. Elle ne dit rien. C'est très triste. C'est vraiment très triste. Alors, vers quelle source devraient se tourner les personnes qui souhaitent réellement s'informer sur Taïwan? Quels médias recommandez-vous pour obtenir les informations les plus objectives? Eh bien, malheureusement, je ne peux penser à aucune source anglophone. Donc peut-être qu'un programme comme le vôtre serait la source. Il faut aller au-delà des grands médias et de leur mode de fonctionnement ou de leur prisme. Ils ont un prisme particulier à travers lequel ils regardent le monde. Quelle est votre évaluation du Taipei Times? Est-ce une source que vous recommanderiez pour suivre l'actualité, même si elle présente un biais idéologique? Le Taipei Times compte quelques streamers et journalistes de qualité. Je recommanderais donc aux gens de suivre des journalistes individuels plutôt que simplement le journal. Le Taipei Times a encore de bons journalistes. Très bien. Et nous vous inviterons à nouveau dans l'émission. S'il vous plaît, tenez-moi informé lorsque des choses se passent, car, encore une fois, il est en fait difficile de savoir que quelque chose se passe à cause de... Je suis vraiment content que vous ayez relevé cela. Personne ne m'a posé cette question, vous êtes le seul. Nous allons diffuser cela. Nous le diffuserons. Dr. Joanna Lei, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Merci Pascal.